Bonjour, je m'appelle Trevor Henderson. J'ai 31 ans. Si vous m'aviez demandé il y a 10 ans si je pensais être ici, à la tête d'une entreprise en ligne valant des dizaines de millions de dollars, j'aurais éclaté de rire et vous aurais dit que ce n'était rien de moins qu'un conte de fées. Mais la vie, comme disait ma grand-mère, est une route cahoteuse où l'on ne sait à quel point on a avancé que lorsqu'on regarde en arrière. Et quand je regarde en arrière, je vois un garçon qui a grandi dans une région rurale, pauvre du Midwest américain, où le plus grand rêve des gens était juste un emploi stable et un toit qui ne fuyait pas. Je suis né dans une petite ville où tout le monde se connaissait si bien qu'on ne pouvait pas acheter une canette de soda au magasin sans qu'on vous pose des questions sur tout votre arbre généalogique. Mon père, Dennis, était soudeur, un homme aux mains calleuses et au tempérament bourru. Il travaillait toute la journée dans l'atelier, trempé de sueur, mais je ne l'ai jamais vu vraiment sourire. Ma mère, Sharon, était la bibliothécaire du lycée local. Elle était plus douce, mais toujours occupée par les livres et les élèves qu'elle traitait comme ses propres enfants. Je ne blâme pas mes parents. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mais parfois, j'avais l'impression d'être une ombre dans ma propre maison. J'ai un jeune frère, Kyle, qui a 7 ans de moins que moi. Kyle était le garçon d'or de la famille. Dès sa naissance, il a été choyé par nos parents. Maman disait toujours que Kyle avait des yeux intelligents et papa croyait qu'il accomplirait de grandes choses. Je ne suis pas vraiment jaloux, mais quand on grandit dans une famille où toute l'attention est concentrée sur votre petit frère, on apprend à marcher tout seul sans attendre que quelqu'un vous tienne la main. L'école n'a jamais été facile pour moi. Je n'étais pas bête, mais je n'étais pas non plus le genre d'élève que les professeurs félicitent. Je m'asseyais souvent au fond de la classe, rêvant à des choses plus grandes que cette ville, aux villes scintillantes que je ne voyais qu'à la télévision. Mais chaque fois que je parlais de ces rêves, papa les balayait d'un revers de main. Ne rêve pas trop grand, Trevor. Apprends un métier comme moi, et ça suffira. Maman était plus douce, mais elle ne m'encourageait pas beaucoup non plus. Peut-être pensait-il que je finirais comme eux, vivant une vie tranquille, sans turbulence. Quand j'ai eu 18 ans, je suis parti de chez moi. Ce n'était pas à cause d'une grande dispute ou d'une colère. Je sentais simplement que si je ne partais pas, je serais coincé pour toujours. J'ai emballé quelques vêtements, une partie de mes économies de mon petit boulot à l'épicerie, et j'ai pris un bus pour la ville. Je n'avais pas de plan clair. Je savais juste que je voulais une vie différente. Les premiers jours en ville ont été un cauchemar. J'ai fait toutes sortes de boulots, plongeur, serveur, même des travaux de construction parfois. Il y avait des nuits où je dormais dans un vieux camion déglingué que j'avais acheté à bas prix, mangeant du pain sec et buvant de l'eau des fontaines publiques. Je me souviens une fois avoir regardé dans le rétroviseur du camion, avoir vu mon visage émacié aux yeux creux et m'être demandé « Qu'est-ce que tu fous de ta vie, Trevor ?» Mais je n'ai pas abandonné. Peut-être parce que je suis têtu, ou peut-être à cause des histoires que ma grand-mère Edith me racontait quand j'étais petit. Elle était la seule de la famille à croire que je pouvais faire quelque chose de grand. Chaque été, j'étais envoyé à la ferme de mes grands-parents, à la périphérie de la ville. Là, au milieu des champs de maïs dorés et du chant des coqs chaque matin, je me sentais libre. Mamie m'a appris à cultiver des légumes, à soigner des poules, et surtout, elle m'a appris que la vie ne consiste pas à ce que les autres pensent de vous, mais à ce que vous osez faire pour le prouver à vous-même. Par une nuit froide, alors que je me blottissais dans le camion, je faisais défiler mon téléphone et je suis tombé sur un article sur le dropshipping, un modèle commercial en ligne où vous n'avez pas besoin d'inventaire,
Pas besoin de beaucoup de capital, juste d'un ordinateur portable et de persévérance. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme une étincelle dans mon esprit. J'ai pensé que si je n'essayais pas, je dormirais pour toujours dans ce camion. Alors, j'ai commencé. J'ai passé des heures à la bibliothèque publique, empruntant du Wi-Fi gratuit, apprenant à créer un site web, à trouver des fournisseurs et à commercialiser des produits. J'ai échoué à plusieurs reprises. Les premières campagnes publicitaires ont mangé le peu d'argent que j'avais, mais personne n'achetait rien. Il y a eu des moments où j'ai eu envie de fracasser mon vieil ordinateur portable par frustration. Mais un jour, la première commande est arrivée. Quelqu'un de aussi loin que la Californie a acheté une veilleuse LED sur mon site web. Je me souviens avoir crié dans la bibliothèque, ce qui a fait jeter un regard noir à la bibliothécaire. À partir de cette commande de 20 $, j'ai commencé à croire que j'en étais capable. J'ai travaillé comme un fou. 16, 18 heures par jour à apprendre, à expérimenter, à échouer et à me relever. J'ai compris comment optimiser les publicités, améliorer le site web, et progressivement les petites commandes se sont transformées en un flux régulier de revenus. Au bout de 3 ans, j'avais une petite entreprise en ligne avec quelques employés à distance. Au bout de la 5e année, mon entreprise générait des dizaines de millions de chiffres d'affaires. Je n'en croyais pas mes yeux en regardant le solde de ma banque. D'un gamin dormant dans un camion, j'avais construit quelque chose que même mes parents n'auraient même pas pu imaginer. Mais le plus étrange, c'est qu'avec l'argent, je n'ai pas voulu changer grand-chose. Je n'ai pas acheté de supercar. Je n'ai pas vécu dans un manoir. Je n'ai pas porté de montre chère. J'ai juste acheté un petit appartement en ville, suffisant pour un espace de travail et un lit confortable. Peut-être parce que j'avais vécu dans la pauvreté auparavant, je savais que le bonheur n'est pas dans le luxe. Le bonheur pour moi, c'est quand j'appelle ma grand-mère et que j'entends son rire raconter les nouvelles poussins qui éclosent à la ferme. Le bonheur, c'est de savoir que j'ai fait un long chemin. Pas pour le prouver à qui que ce soit d'autre, mais à moi-même. Je pense souvent à ma famille, aux jours où j'étais jeune et où tout était plus simple. Mes parents, bien que pas parfaits, m'ont élevé. Ils ont travaillé sans relâche, et je sais qu'ils ont beaucoup sacrifié. Je voulais faire quelque chose pour qu'ils puissent se reposer, pour qu'ils voient que moi, le fils qu'ils pensaient autrefois ordinaire, avais accompli quelque chose de valable. J'ai donc décidé de leur acheter une nouvelle maison, pas un manoir, mais une maison spacieuse avec un petit jardin et de grandes fenêtres donnant sur une rue bordée d'arbres. J'ai aussi acheté un nouveau SUV, le genre que mon père avait l'habitude de regarder en regardant les publicités à la télévision. Le jour où je les ai emmenés voir la maison, maman m'a serré dans ses bras et a pleuré, tandis que papa, gardant sa démarche bourrue, me tapotait l'épaule si fort que j'ai failli tomber. « Bon travail, mon fils », a-t-il dit. Et je pouvais sentir une pointe de fierté dans sa voix, quelque chose que j'entendais rarement. J'ai commencé à envoyer de l'argent à mes parents chaque mois. Pas assez pour le luxe, mais suffisant pour qu'ils puissent reprendre leur retraite tôt, sans s'inquiéter des factures ou des courses. Papa a démissionné de son travail à l'atelier de soudure, et maman a quitté la bibliothèque de l'école. Ils ont emménagé dans la nouvelle maison, et je leur rendais visite occasionnellement, voyant maman planter des fleurs dans le jardin, et papa assis dans un fauteuil lisant le journal. J'ai pensé que c'était suffisant. J'avais fait quelque chose de significatif pour eux, tout comme ma grand-mère me l'avait appris. La famille, c'est là où l'on retourne, où l'on donne sans compter. Mais la personne que j'aime le plus, celle qui est toujours dans mon cœur, c'est ma grand-mère Edith. Elle était la brise fraîche pendant les jours d'été étouffants de mon enfance. Chaque été,
Quand mes parents étaient occupés par leur travail, j'étais envoyé à la ferme de mes grands-parents. Là, je courais dans les champs de maïs, chassais des poules et m'asseyais sur le porche à écouter ses histoires. Elle avait une façon de parler qui donnait vie à tout. Des histoires sur grand-père dans sa jeunesse, aux leçons pour vivre honnêtement. « Trevor, a-t-elle dit un jour, tu n'auras peut-être pas beaucoup d'argent, mais si tu vis en accord avec toi-même, tu ne seras jamais pauvre. » Ces mots se sont gravés profondément dans mon esprit, surtout pendant les jours où je dormais dans le camion, affamé et désespéré. Quand j'ai commencé mon entreprise, elle a été la seule à vraiment croire en moi. Je me souviens l'avoir appelée une fois, juste après avoir échoué à une campagne publicitaire et perdu toutes mes économies. Je lui ai dit que je voulais abandonner. Elle a juste ri. Sa voix au téléphone était chaude comme le soleil. « Trevor, si tu tombes, relève-toi. Je sais que tu es plus fort que ça. » Et je me suis relevé pour elle, pour moi-même. Maintenant, avec tout ce que j'ai, je voulais faire quelque chose pour elle. Je l'ai invitée à venir vivre avec moi en ville, dans mon petit mais confortable appartement. J'imaginais qu'elle s'asseyait près de la fenêtre, lisant des livres ou me racontant des histoires comme autrefois. Mais elle a secoué la tête en souriant. « Merci, mais j'appartiens à cette ferme. C'est là où est ton grand-père, où sont mes souvenirs. » Je n'ai pas insisté, car je la comprenais. Au lieu de cela, je retournais souvent lui rendre visite, apportant de petits cadeaux. Parfois, une écharpe en laine, parfois la marmelade d'orange qu'elle aimait. Chaque fois que je m'asseyais avec elle sur le porche, écoutant le vent souffler à travers les champs, j'avais l'impression d'être revenu à l'enfance, où tout était paisible. Et puis il y a Kyle, mon frère. Kyle a maintenant 24 ans, un grand et beau gars, avec un sourire qui pouvait faire fondre n'importe qui. Mais Kyle, comment dire, il rêve toujours grand sans vouloir transpirer pour ça. Il a grandi choyé par nos parents, entendant toujours qu'il était spécial. C'est peut-être pour ça que Kyle n'aime pas le travail acharné. Il veut devenir riche rapidement, devenir millionnaire du jour au lendemain. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, Kyle appelait souvent pour me parler de ses brillantes idées d'affaires, des applications technologiques au magasin de mode. Je savais que la plupart de ses idées n'étaient pas réalisables, mais je voulais quand même aider. Après tout, c'est mon frère. J'ai investi un peu d'argent dans son premier projet de démarrage, une application de livraison de nourriture. Je pensais que s'il avait une chance, il apprendrait à se tenir sur ses propres pieds. Au début, Kyle était très enthousiaste. Il m'envoyait de longs plans parlant de comment il allait battre Uber Eats. Je riais, l'encourageais et continuais à lui envoyer de l'argent pour qu'il engage des programmeurs. Mais au fond, j'étais inquiet. Kyle n'avait pas la patience que j'avais autrefois. Il voulait tout rapidement, et quand l'application n'a pas décollé comme prévu, il a commencé à perdre intérêt. J'ai essayé de le conseiller. « Kyle, tout prend du temps. Il m'a fallu 5 ans pour bâtir mon entreprise. » Mais il haussait les épaules, disant que j'avais eu plus de chance. Je ne me suis pas disputé, espérant juste qu'un jour il comprendrait. Au fil du temps, j'ai senti que tout était sur la bonne voie. Mes parents vivaient confortablement dans la nouvelle maison. Kyle n'avait pas encore réussi, mais essayait toujours. Et j'avais des week-ends paisibles avec ma grand-mère. J'ai pensé que j'avais fait ce qu'il fallait, que les liens familiaux étaient irremplaçables. Mais alors, comme un vent froid inattendu, les premiers signes de trouble ont commencé à apparaître. Papa appelait plus fréquemment. Sa voix n'était plus celle de remerciement, mais de demande. « Trevor, j'ai besoin d'un peu d'argent pour réparer ceci ou cela, » disait-il.
Et je n'y ai pas trop pensé. J'ai juste transféré l'argent. Kyle a commencé à parler de nouvelles opportunités d'investissement, des projets qui semblaient risqués dès le départ. J'aidais toujours parce que je pensais que c'était mon devoir. Mais chaque fois que j'envoyais de l'argent, je me sentais un peu mal à l'aise, comme si je construisais un château de sable que les vagues pourraient emporter à tout moment. Un soir, alors que j'étais assis dans mon appartement, regardant les lumières de la ville, le téléphone a sonné. C'était papa. Sa voix tremblait, contrairement à d'habitude. « Trevor, j'ai besoin de ton aide, juste cette fois. » Je lui ai demandé combien il avait besoin et le montant qu'il a mentionné m'a choqué. Environ 2000 $. Je lui ai demandé pourquoi, mais il a juste répété « J'ai besoin de l'argent, Trevor. Tu ne peux pas aider ton père. » J'ai promis d'y réfléchir, mais en raccrochant, j'ai senti une lourde pierre dans ma poitrine. C'était la première fois que je me demandais « Est-ce que j'aide ma famille ou est-ce que j'entretiens quelque chose de plus dangereux ?» Je suis allé à la ferme de ma grand-mère ce week-end-là, ayant besoin de son réconfort. Quand je lui ai raconté l'histoire, elle m'a regardé, ses yeux vifs, mais doux. « Trevor, » a-t-elle dit, « tu as un grand cœur, mais ne le laisse pas t'aveugler. La famille est précieuse, mais parfois les personnes les plus proches sont celles qui te blessent le plus. » J'ai hoché la tête, mais dans mon cœur, je voulais toujours croire que mes parents et Kyle traversaient juste des difficultés temporaires. Je ne voulais pas penser que l'affection que j'avais pour eux pouvait être exploitée. Mais en quittant la ferme, portant ses conseils avec moi, je ne savais pas que les petites fissures dans ma famille étaient sur le point de devenir un gouffre infranchissable. 2 ans passèrent, et tout commença à changer lentement mais visiblement, comme la façon dont une tempête approche tranquillement avant que le déchaînement de la fureur ne se déchaîne. Papa appelait plus fréquemment, plus seulement de courtes conversations sur la santé ou le temps. Chaque fois, sa voix portait une pointe d'urgence, comme s'il faisait la course contre la montre. « Trevor, j'ai besoin d'emprunter de l'argent, » disait-il, et les sommes qu'il demandait devenaient de plus en plus importantes. Un soir, alors que je travaillais tard dans mon petit bureau, papa a appelé. Sa voix tremblait, presque suppliante. « Trevor, juste cette fois, j'ai besoin de 5000 $. J'ai perdu à jouer au casino. » Je suis resté stupéfait, serrant le téléphone. Jouer ? Mon père, qui m'avait autrefois appris que le travail acharné était le seul moyen de vivre, pariait maintenant des sommes plus importantes que son revenu annuel en tant que soudeur. J'ai essayé de rester calme et j'ai demandé des détails. Il a hésité, me parlant d'essayer sa chance dans un petit casino près de la ville, puis les choses sont devenues incontrôlables. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing direct dans la poitrine. J'ai voulu crier pour demander pourquoi il ferait ça, mais je n'ai dit que « Papa, je t'aiderai cette fois, mais tu dois promettre d'arrêter. » Il a accepté, sa voix pleine de gratitude, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment de malaise. Kyle était différent, mais pas mieux. Après 2 ans, son application de livraison de nourriture prometteuse a officiellement fait faillite. Il s'est ensuite tourné vers l'investissement. Il appelait avec enthousiasme, parlant de projets qui ressemblaient à de la science-fiction, des fonds d'investissement en crypto-monnaie, de l'immobilier dans des endroits dont je n'avais jamais entendu parler. « Frère Trevor, c'est une énorme opportunité, » disait-il, sa voix pleine d'enthousiasme. « Investis juste et je m'occuperai de tout. » J'ai essayé d'être patient, expliquant que l'investissement nécessitait des recherches approfondies et un plan clair. Mais Kyle n'écoutait pas. Il me lançait des termes fantaisistes comme la blockchain ou les rendements décuplés,
que je savais qu'il répétait simplement quelque part en ligne. J'ai refusé la plupart de ses projets, mais quand il venait chez moi, ses yeux s'illuminaient comme ceux d'un enfant suppliant un jouet. J'ai cédé. Je lui ai donné une autre somme, à condition qu'il travaille sérieusement. Il hocha vigoureusement la tête, mais ses yeux ne me rassuraient pas. J'ai commencé à réaliser quelque chose que j'avais essayé d'éviter. Papa et Kyle n'avaient pas seulement besoin d'aide, ils dépendaient de moi. Chaque fois que j'envoyais de l'argent, ils trouvaient des raisons d'en demander plus. Ma mère, bien qu'elle ne demande pas directement, n'arrêtait pas papa non plus. Elle appelait parlant de la pression sur papa ou de la façon dont Kyle essayait de réussir comme moi bientôt. Je voulais la croire, mais les mots de ma grand-mère continuaient de résonner dans ma tête. Ne laisse pas ton cœur t'aveugler. J'ai commencé à me demander, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce vraiment la meilleure façon d'aider ma famille? Alors, un soir, j'ai invité mes parents et Kyle à mon appartement. J'ai préparé un dîner simple, des spaghettis et une salade comme maman avait l'habitude de faire quand j'étais petit. Je voulais une atmosphère détendue, mais une fois assis, je suis allé droit au but. « Papa, maman, Kyle !» ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. « Je suis heureux d'aider la famille, mais je pense que nous devons parler clairement de l'argent. Papa, je veux que tu restes loin des lieux de jeu. Kyle, tu as besoin d'un plan plus spécifique pour tes projets. » J'ai parlé avec une attitude sincère et ouverte, en espérant qu'ils comprendraient que nous pouvions trouver une solution ensemble. Mais leurs réactions n'ont pas été celles que j'attendais. Le visage de papa est devenu rouge et il a claqué sa main sur la table. « Tu me fais la leçon, Trevor? Pour qui te prends-tu juste parce que tu as un peu d'argent ?» Maman a rapidement essayé de le calmer, mais ses yeux me regardèrent avec déception, comme si je les avais trahis. Kyle a souri et a dit « Si tu ne me fais pas confiance, dis-le. Je n'ai pas besoin de ta charité. » J'ai été choqué, pas par leurs mots, mais par la façon dont ils me regardaient, comme si j'étais le traître, pas celui qui avait dépensé de l'argent pour leur acheter une maison, une voiture, et les avoir soutenus pendant les 2 dernières années. J'ai essayé de rester calme, expliquant que je voulais juste qu'ils vivent de manière plus responsable. Mais papa a interrompu. « Ne me fais pas la leçon sur la responsabilité. C'est moi qui t'ai mis au monde. Ne sois pas irrespectueux. » J'ai voulu argumenter pour dire que je n'avais aucune intention d'être irrespectueux, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. La conversation s'est terminée dans une atmosphère lourde et tendue. Quand ils sont partis, je suis resté seul dans l'appartement, regardant la vaisselle sale, ayant l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Après ce soir-là, j'ai décidé de réduire mon soutien financier. J'envoyais toujours de l'argent à mes parents, mais moins, et j'exigeais de Kyle qu'il présente un plan spécifique avant que j'investisse plus. Je pensais que cela les aiderait à changer, leur ferait comprendre que je n'étais pas un distributeur automatique. Mais je me trompais. Papa a appelé, sa voix pleine de ressentiment. « Tu es avare avec ta propre famille, Trevor. Tu ne mérites pas d'être mon fils. » Kyle a envoyé un message court mais cinglant. « Tu as changé. Je ne m'attendais pas à ça de ta part. » Maman n'a rien dit, mais son silence blessait plus que toute critique. J'ai commencé à me sentir seul, même en vivant dans cette ville animée. J'ai appelé ma grand-mère et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans interrompre, murmurant juste parfois « doucement ». Quand j'ai terminé, elle a dit « Trevor, tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais tu ne peux pas forcer les autres à vivre comme tu veux. Parfois, il faut les laisser affronter les conséquences eux-mêmes. »
Ces mots étaient comme une pilule amère, mais je savais qu'elle avait raison. J'aurais juste souhaité être assez fort pour le faire sur le champ. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur se serrait. Je redoutais d'entendre la voix de papa. Je redoutais les nouvelles demandes de Kyle. J'ai commencé à me demander si j'avais eu tort de les aider autant. Je me suis souvenu des jours où je dormais dans le camion, quand je n'avais rien d'autre que des rêves. À l'époque, je voulais juste rendre ma famille fière. Maintenant, ayant accompli cela, j'avais l'impression de perdre ma famille elle-même. Je ne savais pas que ce qui se passait n'était que le début. Les petites fissures que j'avais essayé d'ignorer grandissaient, et bientôt, elles me mèneraient à une confrontation que je n'aurais jamais pu imaginer. Je voulais encore croire que les liens familiaux pouvaient surmonter tout, que mes parents et Kyle changeraient. Mais au fond, j'ai commencé à craindre que ma grand-mère ait raison, que les personnes les plus proches puissent me blesser le plus. Plusieurs mois passèrent depuis la violente dispute dans mon appartement, et l'atmosphère entre ma famille et moi était glaciale. Papa n'appelait plus. Plus de demandes d'argent ni de reproches. Maman, qui jouait habituellement le rôle de médiatrice, était également silencieuse. Kyle avait complètement disparu. Pas de message, pas d'appel, juste un vide froid. Je vérifiais mon téléphone tous les jours, espérant des excuses, un signe qu'il me considérait toujours comme de la famille. Mais il n'y avait rien. Leur silence était comme un couteau aiguisé qui me transperçait le cœur une entaille à la fois, lentement mais douloureusement. Je me demandais, avais-je fait quelque chose de mal? Avais-je été trop dur en réduisant mon soutien et en leur demandant de vivre plus responsablement? Ces questions tourbillonnaient dans ma tête, me causant des insomnies, des cernes sous les yeux et un esprit fatigué. Mon petit appartement, autrefois un endroit où je me sentais en sécurité, ressemblait maintenant à une cage. Je restais assis des heures devant l'ordinateur, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Mon entreprise continuait de croître, mais ce succès ne signifiait plus rien. Quand je me sentais plus seul que jamais, je me suis souvenu des jours où je dormais dans le camion quand je n'avais rien d'autre que des rêves et les encouragements de ma grand-mère. Elle était la seule à ne jamais me tourner le dos, à ne rien demander sauf de l'amour. Alors, un samedi matin, alors que le ciel de la ville était gris comme mon humeur, j'ai décidé de me rendre à sa ferme. J'avais besoin d'elle, besoin de ses conseils simples mais puissants, besoin du sentiment de paix qu'elle seule pouvait me procurer. La route vers la ferme était aussi familière que ma propre respiration. Les champs de maïs s'étendaient des deux côtés, dorés sous la faible lumière du soleil d'automne. Le bruit des pneus roulant sur le chemin de terre, l'odeur de l'herbe sèche flottant par la fenêtre ouverte. Tout cela me ramenait à mon enfance. Je me souviens des journées d'été à courir dans les champs, mamie se tenant sur le porche, m'appelant pour du pain de maïs chaud. À l'époque, la vie était si simple. Pas d'argent, pas de responsabilité, juste elle et moi, deux âmes libres dans la campagne paisible. Quand j'ai garé la voiture devant sa vieille maison en bois, elle se tenait déjà sur le porche, son tablier bleu clair poussiéreux de farine, son sourire aimable comme un rayon de soleil dissipant les nuages dans mon cœur. « Trevor, tu es là !» a-t-elle appelé, sa voix aussi chaleureuse que jamais. Je suis sorti de la voiture, je l'ai serré fort dans mes bras, respirant l'odeur familière du savon et de l'herbe sèche. « Je fais à manger. Viens m'aider », a-t-elle dit, me tirant dans la cuisine. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines, me sentant comme un enfant protégé. Sa cuisine était exactement comme elle avait toujours été,
une table en bois usé, un vieux four et une radio diffusant doucement de la musique country. Je me suis assis, la regardant pétrir la pâte, et j'ai senti tous mes soucis se dissoudre, ne serait-ce qu'un instant. Toujours préoccupée par tes parents et ce garçon Kyle, a-t-elle demandé, sans me regarder, ses mains roulant fermement la pâte. J'ai soupiré, ne sachant par où commencer, mais avec elle, je n'avais pas besoin de maintenir une façade forte. J'ai déversé toutes mes préoccupations, mes pensées intimes. Ma voix vacillait, mes yeux piquaient, mais je me retenais. Je ne voulais pas qu'elle me voie faible. Mamie a arrêté de pétrir, s'est essuyé les mains sur son tablier et s'est assise en face de moi. Ses yeux, marqués par le temps, étaient toujours brillants et vifs. « Trevor », a-t-elle dit, sa voix basse mais ferme. « Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu leur as donné une maison, une voiture, et plus que ça, tu leur as donné ton amour. Mais tu ne peux pas les forcer à l'apprécier. Parfois, les gens sont aveuglés par la cupidité, et ce n'est pas ta faute s'ils choisissent ce chemin. » J'ai hoché la tête, mais mon cœur était encore lourd. Mamie, je voulais juste qu'ils soient fiers de moi. Je pensais que si je les aidais, ils verraient que je ne suis pas le fils inutile qu'ils pensaient que j'étais. Mais maintenant, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait est inutile. Elle a pris ma main, sa paume rugueuse mais chaude. « Trevor, tu n'as besoin de personne pour être fier de toi pour connaître ta propre valeur. Tu as construit un monde entier à partir de rien. Je suis fier de toi, et ton grand-père, s'il était vivant, le serait aussi. Ne laisse pas les autres te faire douter de cela. » Ces mots étaient comme une petite flamme réchauffant mon cœur froid. Nous sommes restés là à parler jusqu'au coucher du soleil, le crépuscule teintant les champs à l'extérieur de la fenêtre d'or. Elle a raconté de vieilles histoires sur grand-père, sur les moments difficiles qu'ils avaient traversés. Ton grand-père disait « La famille, ce ne sont pas les liens du sang. Ce sont les gens qui sont prêts à te soutenir quand tu tombes. » J'ai écouté, et pour la première fois, je me suis demandé si mes parents et Kyle étaient vraiment ma famille, au sens où elle l'entendait. Cette nuit-là, j'ai dormi à la ferme dans le vieux lit de la petite chambre où je restais chaque été. Les grillons chantaient dehors, le vent sifflait à travers les fissures de la fenêtre. Tout cela ressemblait à une berceuse me guidant vers le sommeil. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi profondément, sans rêve ni souci. Mais le lendemain matin, en me réveillant, la tristesse est revenue. Je savais que je devais affronter la réalité. Ma famille, dont j'avais cru qu'elle serait toujours là, avait choisi de se détourner. Je ne savais pas comment avancer, mais je savais que je ne pouvais pas laisser cette douleur me consumer. Avant de quitter la ferme, Mamie m'a donné une petite boîte en bois. « C'est ce que ton grand-père a laissé », a-t-elle dit. « Il voulait que je la garde pour toi. » J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une vieille montre de poche. Son verre était rayé, mais les aiguilles tournaient encore. Ton grand-père disait « Le temps guérit tout, mais seulement si tu choisis comment l'utiliser. » Je l'ai serré dans mes bras, des larmes tombant silencieusement. Je n'ai rien promis, mais dans mon cœur, j'ai décidé de vivre en accord avec ce qu'elle et grand-père m'avaient appris. Vivre authentiquement, même si cela signifiait laisser partir ceux que j'aimais. En rentrant en ville, je me sentais plus léger, mais la douleur persistait. Mamie m'avait donné la force de continuer, mais je savais que la route devant moi ne serait pas facile. Je n'avais aucune idée qu'en quelques semaines seulement,
Une lettre arriverait avec une invitation pour Thanksgiving de mes parents et Kyle. Une invitation promettant la réconciliation, mais aussi le début d'une plus grosse tempête, une que je n'étais pas préparé à affronter. La lettre est arrivée un après-midi pluvieux, posée tranquillement dans la boîte aux lettres devant mon appartement. L'enveloppe crème avec l'écriture soignée de maman a fait battre mon cœur plus vite. Je l'ai ouverte, mes doigts tremblants, ne sachant pas à quoi m'attendre. À l'intérieur, il y avait une carte de Thanksgiving bordée de feuilles d'érable rouge vif et une note manuscrite. « Trevor, mon cher, m'a écrit maman, papa, Kyle et moi, voulons que tu rentres pour Thanksgiving. Nous avons eu quelques malentendus, mais la famille est faite pour le pardon. Mamie sera là aussi. S'il te plaît, viens. » D'accord. En bas, Kyle a ajouté une ligne. « Frère Trevor, je suis désolé. Donne-moi une chance de rectifier les choses. » J'ai lu et relu. Mon cœur oscillait entre l'espoir et le doute. Leurs excuses semblaient sincères, mais le souvenir de la dispute me blessait encore. Cependant, quand j'ai vu les mots « Mamie sera là aussi », j'ai ressenti un petit rayon de lumière. Si elle était là, peut-être que tout irait bien. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la pluie ruisseler contre la vitre, pensant qu'une partie de moi voulait refuser, garder mes distances pour me protéger. Mais une autre partie, celle qui aspirait encore à la famille, murmurait que cela pourrait être une chance de réparer les choses. Je me suis souvenu des Thanksgivings passés, quand toute la famille se réunissait autour de la table. Le rire de maman, la voix grognante de papa, et le petit Kyle demandant toujours plus de tartes à la citrouille. Pourrions-nous revenir à cela? Je n'étais pas sûr, mais je voulais essayer pour mamie, pour les souvenirs qui étaient autrefois magnifiques. J'ai appelé mamie et je lui ai parlé de la lettre. Elle a ri doucement au téléphone. Ils m'ont invité aussi, Trevor. J'irai. J'espère que cette occasion réunira notre famille comme avant. Mais souviens-toi, ne laisse pas ton cœur tendre brouiller ton jugement. Ces mots me rendèrent mal à l'aise, mais j'espérais aussi. Je voulais croire que mes parents et Kyle avaient réfléchi, qu'ils voulaient vraiment se faire pardonner. J'ai commencé à me préparer pour le voyage de retour, le cœur à la fois excité et anxieux. J'ai acheté des cadeaux pour tout le monde, un pull en laine pour maman, un livre d'histoire que papa aimait et un stylo plume cher pour Kyle, espérant qu'il l'utiliserait pour écrire des plans plus réalistes. J'ai emballé soigneusement les cadeaux, comme si chaque feuille de papier était un souhait pour ma famille. Le jour de Thanksgiving, je suis retourné à la maison que j'avais achetée pour mes parents, le SUV glissant en douceur le long de la route familière. Dehors, le vent d'automne était froid, avec des feuilles d'érable rouge vif tombant éparpillées, comme pour me rappeler les anciens jours où la famille était mon refuge quand j'étais fatigué. Mais aujourd'hui, mon cœur battait irrégulièrement, en partie par espoir, en partie par une peur sans nom. Je portais une chemise bleue, essayant de maintenir une apparence calme, mais mes mains serraient fermement le volant. Le sac de cadeaux que j'avais acheté pour tout le monde était bien rangé sur le siège passager, et je me disais, tant qu'ils sont sincères, tout ira bien. Mais les mots de ma grand-mère résonnaient dans mon esprit, comme un avertissement que je ne pouvais ignorer. Quand je suis arrivé, la maison était brillamment éclairée de chaudes lumières dorées, comme une image parfaite de Thanksgiving. L'arôme délicieux de la dinde rôtie mélangé à l'odeur de cannelle de la tarte à la citrouille s'échappait de la fenêtre ouverte. La table à manger était somptueusement décorée, une nappe d'un blanc immaculé brodée de motifs, des bougies vacillantes projetant une douce lueur et un grand centre de table vibrant de chrysanthèmes et de feuilles d'érable.
Une douce musique country jouait sur les haut-parleurs, une vieille chanson que maman avait l'habitude de jouer quand j'étais petit. Maman a ouvert la porte, me serrant fort dans ses bras, ses yeux brillants de larmes. « Trevor, tu es à la maison », a-t-elle dit, sa voix tremblante comme si j'étais le fils qui était parti depuis des décennies. Papa se tenait derrière, me tapotant l'épaule, son sourire forcé, mais me donnant toujours une lueur d'espoir. Kyle est apparu avec un sourire radieux, me tapant dans le dos comme si de rien n'était. « Frère, merci d'être venu », a-t-il dit, sa voix si douce que j'avais envie de croire que tout avait changé. Je suis entré dans le salon et j'ai vu mamie assise dans un coin, ses mains tricotant lentement. Elle m'a fait un signe de tête, ses yeux vifs semblant dire « Sois prudent, Trevor ». J'ai posé le sac de cadeaux sur la table et je les ai distribués un par un à mes parents et à Kyle. Maman a souri, caressant le pull, disant « Tu es si attentionné ». Papa a hoché la tête en regardant le livre, tandis que Kyle faisait tourner le stylo plume, ses yeux s'illuminant. « Il est magnifique. Je vais l'utiliser. » J'ai souri, sentant l'atmosphère se réchauffer, comme si ma famille revenait aux anciens jours. Nous nous sommes assis à table et le repas a commencé dans une atmosphère de rire et d'histoires animées. Papa parlait de réparer la voiture. Maman partageait des nouvelles de son jardin et Kyle décrivait avec enthousiasme une nouvelle idée d'entreprise qu'il cultivait. Il n'a pas mentionné l'argent ni demandé d'investissement et j'ai pensé qu'il avait peut-être mûri. Maman a versé verre après verre de vin, sa voix douce. « Bois, Trevor. Aujourd'hui est un jour heureux. » J'ai siroté, laissant l'alcool apaiser la tension dans mon cœur. Papa a levé son verre, riant fort. « À la famille. Au bonjour. » J'ai levé le mien en réponse, mais quand j'ai jeté un coup d'œil à mamie, je l'ai vue ne prendre qu'une petite gorgée, ses yeux ne quittant pas mes parents et Kyle comme si elle regardait une performance. Le repas s'est déroulé dans une atmosphère joyeuse, mais il y avait quelque chose d'artificiel, comme un beau tableau manquant de vie. La dinde était tendre et parfumée, la purée de pommes de terre lisses, et la tarte à la citrouille sucrée comme les souvenirs d'enfance. Kyle n'arrêtait pas de verser du vin, riant. « Frère, ça fait une éternité que je ne t'ai pas vu boire comme ça. » Papa a ajouté, racontant des histoires humoristiques de sa jeunesse qui me faisaient rire. Maman me tenait la main, ses yeux pétillants. « Je suis juste heureuse que tu sois à la maison, Trevor. » J'ai commencé à me détendre, pensant que je m'étais trop inquiété. Peut-être que leur lettre était sincère. Peut-être voulaient-ils se réconcilier. Le vin m'a rendu la tête floue, et je me suis laissé sombrer dans l'atmosphère chaleureuse, bien qu'artificielle. Quand le repas s'est terminé, maman a apporté une assiette de douceur, l'odeur de la cannelle et du sucre se répandant. J'étais sur le point de couper un morceau quand papa s'est levé, applaudissant, sa voix soudainement sérieuse. « Trevor, parlons un peu. » Mon cœur s'est effondré comme si une porte venait de se fermer. Kyle a sorti une épaisse pile de papier de son sac et l'a posée devant moi avec un sourire doux. « Frère Trevor, c'est une grande opportunité. Signe juste ici et nous la réaliserons ensemble. » J'ai regardé les papiers, mon esprit embrumé par le vin. Les mots se brouillaient, mais j'ai vu des termes comme transfert et actif. J'ai essayé de me concentrer, demandant « Qu'est-ce que c'est, Kyle ?» Il m'a tapoté l'épaule, sa voix douce. « Juste un petit projet d'investissement. Maman et papa pensent que c'est viable aussi. C'est pour la famille. » Papa a interrompu, sa voix basse, mais pleine de pression. « Trevor, fais-moi confiance. C'est le mieux pour nous tous. »
Maman a baissé la tête, serrant la serviette, ne disant rien, mais ses yeux étaient pleins d'inquiétude. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. J'ai feuilleté les papiers en essayant de lire, mais ma tête tournait. Kyle a versé plus de vin, souriant. « Ne te stresse pas. Signe. Ensuite, on mangera le dessert. » J'ai ramassé le stylo, mes doigts tremblants comme hypnotisés par l'atmosphère fausse autour de moi. Soudain, Mamie a posé son cadre à tricoter et s'est levée, sa voix aussi tranchante qu'un couteau. « Trevor, arrête. Ne signe rien tant que tu n'es pas sobre. » La pièce s'est figée. Mes parents et Kyle se sont tournés vers elle, leurs yeux pleins de colère. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» a claqué papa, son visage rougi. Kyle a sauté, la pointant du doigt. « Tu étais d'accord avec ce plan? Pourquoi tu le sabotes ?» J'étais stupéfait, regardant Mamie, mon cœur battant la chamade. Elle s'est rapprochée de moi, posant sa main sur mon épaule, sa voix basse mais commandante. « Trevor, on m'a invité à te convaincre de signer ces papiers. Ils pensaient que j'allais les aider à prendre ton argent, mais je ne ferai jamais ça. Ce n'est pas une réconciliation, c'est un piège. » J'ai regardé les papiers, feuilletant rapidement les pages, et même avec mon esprit encore embrumé, j'ai réalisé la vérité horrible. C'était un contrat pour transférer la plupart de mes actifs, ma société, mon appartement, mes comptes bancaires, entre les mains de mes parents et de Kyle. L'alcool dans mon système semblait s'évaporer, remplacé par une clarté douloureuse. « Vous tous, » ai-je murmuré, ma voix vacillant. « Vous essayez de me tromper. » Papa s'est levé, sa voix tremblant. « Trevor, tu as mal compris. Nous voulons juste sécuriser l'avenir. » Mais ses yeux évitaient dans les miens, et je savais qu'il mentait. Kyle a crié. « Pour qui nous prends-tu? Tu ne fais pas confiance à ta propre famille ?» Maman a pleuré, mais n'osait pas me regarder, marmonnant seulement. « Je ne voulais pas de ça. » Le conflit a éclaté. « Tu as tout ruiné. Tu n'as pas le droit. » Papa a pointé Mamie, criant amèrement. « Assez !» a dit Mamie, sa voix froide comme l'acier. « Vous devriez avoir honte d'exploiter votre propre fils. » Je me suis levé, mes jambes tremblant, regardant ma famille, les gens que j'avais autrefois aimés plus que tout. Maman sanglotait de manière incontrôlable. Papa serrait les poings, et Kyle lançait des regards noirs à Mamie, ses yeux pleins de ressentiment. Je n'ai rien dit, juste regardé mes parents et Kyle avec des yeux déçus. J'ai pris la main de Mamie et je l'ai conduite à la voiture, mon cœur se brisant. Alors que la porte se fermait derrière nous, j'ai entendu Kyle crier « Tu le regretteras, Trevor. » Mais je ne me suis pas retourné. La vérité était trop claire. Il n'était plus ma famille. Je suis sorti, l'air froid de la nuit d'automne me giflant le visage, comme s'il essayait de me sortir du cauchemar qui venait de se dérouler. Mamie marchait à mes côtés, ses pas fermes malgré son âge, sa main serrant la mienne fermement, comme pour me transférer plus de force. Les lumières de la maison continuaient de se répandre, mais ce n'était plus la douce lueur de Thanksgiving. Pour moi, elle ressemblait désormais à la lumière artificielle d'une scène où le drame familial venait de se terminer par un douloureux acte de trahison. Nous avons quitté la maison, le chemin de terre menant à la ferme de Mamie apparaissant sous les phares. J'ai conduit en silence, ne sachant quoi dire. Dans mon esprit, les images du dîner repassaient en boucle, les faux sourires de Kyle, les yeux fuyants de papa, les sanglots de maman, et la pile de papiers que j'avais failli signer. J'ai serré le volant, essayant de réprimer la colère et la douleur qui montaient dans ma poitrine.
Mamie était assise à côté de moi, regardant par la fenêtre, ses mains jointes fermement sur ses genoux. Je savais qu'elle souffrait aussi. Pas pour elle-même, mais pour moi. Le petit-fils qu'elle avait toujours protégé. Finalement, je n'ai pas pu supporter le silence. « Mamie, ai-je dit, ma voix, pourquoi m'ont-ils fait ça? Je leur ai tout donné. Une maison, une voiture, de l'argent. Je voulais juste qu'ils soient l'un fiers. Je voulais que notre famille soit heureuse. Mais ils... » J'ai traîné, sentant ma gorge se serrer. Mamie s'est tournée vers moi, ses yeux doux mais vifs, comme le clair de lune illuminant tous les recoins cachés. « Trevor, a-t-elle dit, sa voix basse mais ferme, je sais que tu souffres, mais je vais tout te dire pour que tu comprennes ce qui vient de se passer. » Elle a commencé à raconter, sa voix stable, mais a attendu. « Avant que tu n'arrives, tes parents m'ont appelé. Ils ont parlé de Thanksgiving, disant qu'ils voulaient se réconcilier. Mais ensuite, ils ont révélé le véritable plan. Ils voulaient que je te convainque de signer les papiers, un contrat transférant tes actifs à eux. Ils ont dit que tu devais à la famille, que tu avais trop d'argent et que tu devais partager. Ils pensaient que j'allais accepter parce que je suis la mère de ton père, parce que je fais partie de la famille. Mais je ne ferai jamais ça. J'ai fait semblant d'être d'accord pour apprendre leur complot. Ils avaient prévu de te saouler, d'exploiter ton moment de vulnérabilité et de te forcer à signer. J'ai écouté, mon cœur se serrant. Chaque mot qu'elle disait était comme un coup de couteau, coupant profondément dans ce qui restait de la confiance que j'avais pour mes parents et Kyle. Ils avaient planifié cela à l'avance, ai-je demandé, ma voix tremblante. Ils avaient l'intention de me tromper dès le départ. Mamie a hoché la tête, ses yeux tristes mais imperturbables. Oui, Trevor, la lettre, les excuses, tout cela n'était qu'un acte. Ils savaient que tu aimais la famille. Ils savaient que tu ne refuserais pas si j'étais là. Mais je ne pouvais pas les laisser te faire du mal. J'ai senti des larmes monter, coulant silencieusement sur mes joues. Je ne les ai pas essuyées parce que je ne voulais pas qu'elles me voient faible, mais je ne pouvais pas les arrêter. J'avais passé des années à construire tout cela non seulement pour réussir, mais pour apporter du bonheur à ma famille. J'ai acheté une maison pour mes parents, soutenu Kyle, envoyé de l'argent mensuellement. Tout cela parce que je voulais qu'ils voient que je n'étais pas le fils ordinaire qu'ils pensaient autrefois. Mais maintenant, j'ai réalisé que l'affection que j'avais cultivée pendant des années était à sens unique. Ils ne m'aimaient pas pour ce que j'étais, Trevor, mais pour ce que j'étais leur source d'argent. Cette pensée était comme une lourde pierre pressant sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. « Mamie, ai-je murmuré, qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi ne pouvaient-ils pas m'aimer comme je les aimais? » Mamie a pris ma main, sa paume rugueuse mais chaude. « Tu n'as rien fait de mal, a-t-elle dit. Tu as donné tout ce que tu avais, mais leur avidité les a aveuglés. Ce n'est pas ta faute s'ils ont choisi cette voie. Tu as vécu en accord avec tes valeurs, et c'est la chose la plus importante. » La voiture a traversé les champs de maïs, le faible clair de lune éclairant le chemin de terre. J'ai regardé dehors, essayant de trouver un peu de paix dans le paysage familier. Mais la douleur s'accrochait à moi fermement. J'ai pensé aux jours de mon enfance, où maman me tenait dans ses bras, quand papa m'apprenait à réparer un vélo, quand le petit Kyle titubait après moi dans la cour. Ces souvenirs avaient autrefois été mon trésor, mais maintenant, ils étaient comme des éclats de verre brisés, tranchants et irréparables. J'étais reconnaissant envers mamie qui m'avait sorti de ce piège. Mais en même temps,
Je ressentais un immense vide dans mon cœur. Le vide d'une famille que j'avais cru qu'elle serait toujours la mienne. Quand nous sommes arrivés à la ferme, j'ai garé devant la maison familière en bois. Mamie m'a invité à entrer, me préparant une tasse de thé chaud, l'odeur de la menthe se répandant dans la petite cuisine. Nous nous sommes assis face à face sous la douce lumière jaune. Je l'ai regardée, la femme qui avait passé sa vie à m'apprendre l'honnêteté et la résilience. « Mamie », ai-je dit, ma voix encore étranglée. Je ne sais pas comment je vais continuer. Je les ai perdus. Elle a secoué la tête, ses yeux résolus. Tu n'as pas tout perdu, Trevor. Tu m'as toujours, et plus importante encore, tu t'as. Tu as construit une vie à partir de rien, et personne ne peut te l'enlever. Ce que tu dois faire maintenant, c'est protéger ton cœur. Et parfois, cela signifie laisser partir ceux qui veulent juste t'exploiter. Ces mots étaient comme une petite flamme réchauffant mon cœur froid. Mais en même temps, je sentais une nouvelle détermination se former. Je ne pouvais plus continuer à soutenir mes parents et Kyle, non pas parce que j'étais avare, mais parce que je ne pouvais pas les laisser continuer à me blesser. J'ai commencé à penser à couper complètement le soutien financier. Plus d'argent mensuel, plus d'investissement dans les projets fantaisistes de Kyle, plus d'essayer d'acheter leur amour. La pensée me faisait mal, mais elle me soulageait aussi, comme si je me débarrassais d'un fardeau que je portais depuis trop longtemps. Cette nuit-là, j'ai dormi à la ferme, dans la petite chambre familière. Les grillons chantaient dehors, le vent sifflait à travers les fissures de la fenêtre, tout comme une berceuse. Mais je ne pouvais pas dormir. Je suis resté couché à fixer le plafond, pensant à ce que j'avais perdu et à ce qui restait. J'étais reconnaissant envers Mamie, qui s'était battue pour moi, qui avait vu clair dans le complot dans lequel j'avais failli tomber. Mais la douleur causée par la trahison de mes parents et de Kyle était encore comme une plaie ouverte, brûlant à chaque pensée. Ces jours après Thanksgiving, je suis retourné en ville le cœur lourd. Mon petit appartement, autrefois mon refuge, me semblait maintenant vide. Je me suis assis devant l'ordinateur, essayant de me concentrer sur mon travail, mais mon esprit dérivait sans cesse vers cette soirée fatidique. Les faux sourires de Kyle, les yeux fuyants de papa, les sanglots de maman. J'avais espéré que le dîner serait un nouveau départ, mais au lieu de cela, ce fut la fin de la confiance que j'avais placée en eux. Je savais que je ne pouvais pas continuer comme avant. Je ne pouvais pas continuer à soutenir des gens qui ne me voyaient que comme une source d'argent. Mais la décision de couper complètement le soutien financier n'était pas du tout facile. Chaque fois que je pensais à reprendre la maison et la voiture que j'avais achetée pour mes parents, je ressentais une douleur aiguë dans ma poitrine. Après tout, c'était ma famille. J'ai passé toute la semaine à réfléchir, à peser mes options. Pendant ces longues nuits sans sommeil, je m'asseyais dans l'obscurité en regardant les lumières de la ville scintiller à travers la fenêtre. J'ai pensé aux années difficiles où je dormais dans le camion, où je travaillais 18 heures par jour pour construire mon entreprise. Tous ces efforts, je les ai faits non seulement pour moi, mais aussi pour rendre ma famille fière. Mais maintenant, j'ai réalisé qu'ils ne m'avaient jamais vraiment apprécié. Ils n'appréciaient que l'argent que je fournissais. Finalement, après de nombreuses nuits de lutte avec moi-même, j'ai pris ma décision. J'allais reprendre la maison et la voiture et arrêter tout soutien financier. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que je devais me protéger, comme Mamie me l'avait appris. J'ai contacté un avocat, un vieil ami de l'université. Il m'a aidé à rédiger les documents nécessaires pour récupérer les actifs. Je ne voulais pas faire de remous, mais je savais que c'était une étape nécessaire. Une semaine après Thanksgiving,
J'ai envoyé une lettre officielle à mes parents, expliquant que je reprendrais la maison et la voiture. J'ai écrit sur un ton calme, mais chaque mot me semblait un couteau me coupant le cœur. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider la famille, ai-je écrit. Mais je ne peux pas continuer quand la confiance a été brisée. J'ai aussi envoyé un court message à Kyle, disant que je n'investirais plus dans ses projets. Après cela, j'ai éteint mon téléphone, ne voulant pas entendre les critiques ou les supplications. La réaction de la famille est venue plus vite que je ne l'avais prévu. Juste quelques heures plus tard, mon téléphone bourdonnait sans cesse. Je n'ai pas répondu. Mais maman a texté, son ton plein de ressentiment. « Trevor, comment as-tu pu faire ça à tes parents? Tu veux qu'on vive dans la rue ?» Papa a appelé, laissant un long message vocal, sa voix tremblant de colère. « Tu es ingrat, Trevor. Pour qui te prends-tu pour reprendre ce que tu as donné ?» Kyle a envoyé une rafale de messages, allant de la supplication à la menace. « Frère Trevor, tu ne peux pas me faire ça. Tu le regretteras. Je le jure. » Je les ai lus, mon cœur se sentant serré, mais je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas laisser les émotions l'emporter sur la raison à nouveau. Puis ils ont commencé à agir publiquement. Un matin, j'ai reçu un message du frère de ma mère qui vit loin au Japon. Il m'a demandé pourquoi j'abandonnais mes parents. J'ai été surpris jusqu'à ce que j'ouvre les médias sociaux et que je vois le message de Kyle. Il avait écrit une longue histoire m'accusant d'être avare, ingrat et d'expulser mes parents de chez eux. Maman a partagé le message, ajoutant un commentaire. « Nous avons élevé Trevor, mais maintenant, il tourne le dos à la famille. » Papa n'a rien posté, mais je savais qu'il était derrière tout ça parce qu'un de ses amis m'a envoyé un message avec des reproches. La calomnie s'est répandue comme une traînée de poudre, et bientôt des parents et quelques connaissances de la ville ont commencé à me critiquer. « Enfant ingrat », a écrit l'un. « Il est riche maintenant, alors il méprise ses parents », a commenté un autre. Chaque mot était comme une flèche perçant mon amour-propre. Je me suis senti plus seul que jamais. J'avais perdu ma famille, et maintenant toute la communauté se retournait contre moi. J'ai appelé mamie, et je lui ai tout raconté. Elle a écouté, sa voix calme mais pleine d'empathie. « Trevor, a-t-elle dit, les gens trouvent plus facile de croire les mensonges que la vérité, car la vérité est souvent compliquée. Mais tu n'as pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Tu sais qui tu es, et je sais qui tu es. Ça suffit. » Ces mots m'ont réconforté, mais ils n'ont pas pu effacer la douleur. J'ai commencé à me demander si j'avais eu tort de couper les ponts avec eux, s'il y avait un moyen de sauver les choses. Mais ensuite, je me suis souvenu de la pile de papier du dîner de Thanksgiving. J'ai pensé aux yeux fuyants de mes parents, et j'ai su que je n'avais pas d'autre choix. Dans les jours qui suivirent, j'ai vécu comme une ombre, essayant de me concentrer sur mon travail. Mais mon esprit dérivait sans cesse vers les critiques. Le message de Kyle était partagé partout, et chaque commentaire malveillant était comme un nouveau coup de couteau. J'ai eu envie de crier pour dire au monde entier que je n'étais pas ingrat, que j'avais donné des millions de dollars à ma famille au cours des 6 dernières années. Mais je savais que crier ne résoudrait rien. J'avais besoin d'agir, et j'avais besoin de le faire de la bonne manière. Un soir, assis dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai imprimé des relevés bancaires détaillant chaque somme d'argent que j'avais envoyée à mes parents, près de 3 millions de dollars sur 6 ans, des allocations mensuelles au paiement des dettes de jeux de papa. J'ai déterré les contrats d'investissement que j'avais signés avec Kyle, les projets qui ont échoué en raison de son manque de responsabilité. Et surtout,
J'avais encore la pile de papier du dîner de Thanksgiving. Le contrat de transfert d'actifs qu'ils avaient essayé de me forcer à signer. Je n'étais pas sûr de ce que j'allais faire de tout cela, mais je savais que je devais être préparé. J'ai décidé de poster une vidéo sur les réseaux sociaux, pas par vengeance, mais pour dire la vérité. Je me suis assis devant la caméra dans ma chambre simple, sans montage, sans script. Je m'appelle Trevor Henderson. Ai-je commencé, ma voix tremblante, mais résolue. On m'a traité d'ingrat, d'avare, de quelqu'un qui abandonne sa famille. Mais aujourd'hui, je veux dire la vérité. J'ai raconté mon parcours, des jours où je dormais dans le camion jusqu'à la construction d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. J'ai parlé de la façon dont j'avais acheté une maison, une voiture, et pourvu à mes parents et à Kyle, non pas pour me vanter, mais parce que je les aimais. Puis j'ai décrit le dîner de Thanksgiving, le complot pour me tromper afin de signer mes actifs, et comment mamie m'avait sauvé. J'ai montré les relevés bancaires, les contrats, et même les papiers du dîner à l'écran. Ce n'est pas la famille, ai-je dit, mes yeux piquants. La famille ne se trompe pas mutuellement, n'exploite pas l'autre. J'ai essayé, mais je ne peux pas continuer quand ils ne veulent que mon argent. J'ai appuyé sur le bouton de publication, mon cœur battant la chamade. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais je me sentais soulagé, comme si j'avais déchargé un lourd fardeau. Quelques heures seulement après, la vidéo s'est répandue rapidement. Ceux qui m'avaient critiqué ont commencé à se taire, et la communauté en ligne s'est tournée vers la condamnation de mes parents et de Kyle. Des profiteurs sanguinaires, a commenté une personne. Il ne mérite pas un fils comme Trevor, a écrit un autre. Les parents qui m'avaient autrefois condamné m'envoyaient maintenant des excuses, disant qu'ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Je n'ai pas répondu parce que je n'avais pas besoin de leur validation. Il suffisait que la vérité soit révélée. Après que j'ai posté la vidéo clarifiant la situation, mes parents et Kyle ont soudainement disparu de toutes les plateformes de médias sociaux. Pas de réfutation, pas de ligne de reproche, comme ils avaient l'habitude de le faire. Tout est soudainement devenu étrangement silencieux. Je ne sais pas ce qu'ils ont ressenti quand toute la vérité sur notre famille a été exposée. Plus d'appels téléphoniques désagréables, plus de messages accusateurs. Kyle, qui n'avait jamais hésité à me critiquer publiquement, restait maintenant silencieux, comme s'il comprenait que cette fois, il n'y avait plus de mots pour se défendre. Par les caméras de sécurité, j'ai vu mes parents faire leurs valises et quitter la maison que je leur avais achetée quelques jours plus tard. Les regarder traîner, tirer leurs valises et partir en silence me faisait mal au cœur. Mais je me suis rappelé de ne pas céder. Je leur avais donné trop de chance et à chaque fois, ils avaient choisi de me blesser. Je savais, même si c'était douloureux, que couper les liens avec eux était nécessaire pour que je continue à vivre en accord avec moi-même. Je me suis assis dans mon petit appartement en regardant les lumières de la ville et j'ai ressenti un vide immense. Pas parce que je le regrettais, mais parce que j'ai réalisé que j'avais perdu une partie de mes souvenirs. Les jours où je pensais que la famille était tout. Mais ensuite, je me suis souvenu de ma grand-mère qui avait toujours été là, ne demandant rien sauf de l'amour. Elle était la seule lumière dans mes jours les plus sombres. J'ai décidé de quitter la ville, non pas pour m'échapper, mais pour recommencer plus près d'elle, plus près des valeurs qu'elle m'avait enseignées. J'ai vendu l'appartement, j'ai organisé mon travail pour pouvoir gérer l'entreprise à distance et j'ai acheté un petit terrain près de la ferme de ma grand-mère. Là, j'ai construit une simple maison en bois, suffisante pour qu'elle et moi partagions des après-midi paisibles. J'ai également lancé un projet que je nourrissais depuis longtemps, un centre pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Je voulais aider les jeunes comme je l'étais autrefois, avec peu d'argent,
personne ne croyant en eux, mais portant de grands rêves. Le centre ne fournissait pas seulement un financement. Il leur apprenait aussi comment construire des plans, comment échouer et se relever. Chaque fois que je voyais les yeux pétillants d'un jeune recevant son premier prêt, je me souvenais de moi il y a 10 ans dormant dans le camion avec seulement ma grand-mère qui croyait que je pouvais y arriver. J'ai nommé le centre la flamme pour rappeler que peu importe la dureté de la vie, une petite étincelle peut allumer un feu entier. Pendant ce temps, j'ai eu des nouvelles de mes parents et de Kyle par des connaissances en ville. Ils étaient retournés à leur vie précédente, dans un petit appartement loué avec la maigre pension de mes parents. Mon père ne retournait plus au casino, peut-être parce qu'il n'avait plus d'argent à dépenser. Ma mère passait la plupart de son temps dans l'appartement, ne plantant plus de fleurs ni riant comme avant. Kyle a dû accepter un travail d'ouvrier d'entrepôt, un poste éreintant avec un salaire juste suffisant pour survivre. Ses rêves de richesse rapide s'étaient évaporés, remplacés par la dure réalité de longues journées de travail manuel. Je n'étais pas heureux de savoir qu'ils luttaient, mais je ne me sentais pas coupable non plus. Ils avaient choisi leur propre chemin, et je ne pouvais pas continuer à payer le prix de leur égoïsme. Ma nouvelle vie avec ma grand-mère était une lente guérison. Je passais plus de temps avec elle, aidant à entretenir la ferme, à cultiver des légumes, à élever des poules. Le matin, je me levais tôt, lui préparais du café. Et nous nous assoyions sur le porche à écouter les oiseaux chanter et à regarder le lever du soleil. Elle me racontait de vieilles histoires sur grand-père, sur les moments difficiles qu'elle et lui avaient traversés. « Tu sais, Trevor, » a-t-elle dit une fois pendant que nous arrachions les mauvaises herbes dans le jardin, « la famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, ce sont les gens qui te respectent, qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. Parfois, il faut laisser les gens toucher le fond pour qu'ils sachent ce qu'est vraiment la perte. » Ces mots se sont gravés profondément dans mon cœur comme une leçon. J'ai réalisé que même si j'avais perdu mes parents et Kyle, j'avais toujours une famille. Ma grand-mère et les jeunes du centre qui me regardaient avec respect et gratitude. Ma carrière a continué de prospérer. Mon entreprise en ligne a atteint des revenus plus élevés que jamais. Mais je ne ressentais plus la pression de prouver quoi que ce soit. Je vivais simplement, fidèle à mes valeurs, travaillant dur, aidant les autres et chérissant les petits moments. Je ne cherchais plus la reconnaissance de mes parents ou de Kyle, car je connaissais ma propre valeur. Ma grand-mère me l'avait appris, et je porterai cette leçon toute ma vie. Un après-midi, alors que ma grand-mère et moi étions assis à boire du thé sur le porche, le coucher du soleil dorait les champs de maïs devant nous. Le vent soufflait doucement, transportant l'odeur de l'herbe sèche et du thé à la menthe. Elle tenait ma main, son sourire aussi aimable qu'un rayon de soleil. « Tu t'en es bien sorti, Trevor, » a-t-elle dit. « Tu as traversé les tempêtes sans les laisser t'emporter. » Je l'ai regardée, des larmes tombant silencieusement. Mais cette fois, c'étaient tes larmes de paix. « Merci, mamie, » ai-je murmuré. « Sans toi, je ne sais pas ce que je serais. » J'ai pensé à mon parcours, d'un garçon pauvre d'une petite ville, aux nuits passées à dormir dans le camion, jusqu'au jour où j'ai construit une entreprise de plusieurs millions de dollars, et enfin jusqu'à ce moment, trouvant la paix avec ma grand-mère. J'avais appris que la famille n'est pas ceux qui sont liés par le sang, mais ceux qui sont prêts à te soutenir en t'aimant sans calcul. J'avais appris à couper fermement les relations toxiques, même s'il s'agissait de mes parents ou de mon frère, pour protéger mon cœur. Et surtout, j'avais appris à chérir ceux qui m'aimaient vraiment, comme ma grand-mère, comme les jeunes du centre, qui me voyaient non pas pour mon argent, mais pour ce que j'étais.
Trevor. Alors que le soleil se couchait, ma grand-mère et moi sommes restés là en silence, n'écoutant que le vent et le bruissement des feuilles. La tempête dans mon cœur était passée, et même si les cicatrices restaient, je savais que j'avais trouvé ma place. J'ai pris une gorgée de thé, sentant la chaleur se répandre, et j'ai souri. La vie n'est pas parfaite, mais j'avais trouvé la paix au milieu des tempêtes qui étaient passées.